Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et j'appelle au nom du groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire, Madame Clémence Guettet. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, qui n'est pas encore arrivé, un jour, la France et le président Macron seront peut-être jugés parmi d'autres dirigeants devant un tribunal international pour complicité de génocide. Le temps de la justice est celui du temps long. Mais en attendant, chaque jour, des vies humaines sont anéanties. En Palestine, 55 000 personnes à minima ont été tuées depuis 20 mois. En Iran, plus de 600 personnes sont mortes sous les bombes en 10 jours. Les frappes israéliennes ont visé notamment des prisons, et notamment celles où sont détenus deux Français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Les bombardements états-uniens, dont le président de la République a dit, je le cite, « partager les objectifs », ont ciblé des infrastructures nucléaires. Ces attaques sont des crimes de guerre qui doivent être condamnés comme tels et sans ambiguïté. Et vous, la même semaine, vous avez signé docilement, sur ordre de Trump et sous l'égide de l'OTAN, l'augmentation à 5% du PIB de notre budget militaire. Vous choisissez ainsi de sacrifier encore un peu plus nos hôpitaux, notre santé, nos écoles, notre protection sociale. Vous vous placez aux côtés du chancelier allemand qui a remercié Israël, qui ferait, je cite, « le sale boulot pour nous tous ». Jamais personne n'a libéré un peuple en le bombardant. En changeant en permanence de discours, vous faites de la France la spectatrice d'un cessez-le-feu imposé depuis Washington, alors que nous célébrons demain les 80 ans de l'Organisation des Nations Unies, là où le cessez-le-feu aurait dû être décidé. Les peuples du monde se mobilisent pour la paix contre le génocide. Mais notre pays ne tire aucune leçon d'un siècle d'impérialisme états-unien, de guerre mondiale et coloniale. Nous vivons un temps d'accélération où le droit international et le multilatéralisme sont menacés. Monsieur le Premier ministre, l'histoire retiendra votre deux poids, deux mesures. Deux questions. Condamnez-vous clairement l'escalade militaire du gouvernement de Netanyahou et allez-vous mettre fin à l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël? Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémence Guettet, être en désaccord et être dans l'opposition n'autorise pas à raconter n'importe quoi sur la position française au Proche et Moyen-Orient. La voix de la France, depuis le début des conflits que vous avez cités, elle est constante. C'est celle de la paix, c'est celle de la diplomatie, c'est celle de la négociation. Et c'est surtout, systématiquement, celle des cessez-le-feu. Celle des cessez-le-feu, c'est vrai, entre Israël à Gaza et entre Israël et l'Iran. Vous l'avez entendu de la part du président de la République, de la part du gouvernement, de façon constante et de façon régulière. Et cela nous a même valu parfois des reproches, précisément parce que la voix de la France, c'est être singulière dans ces moments-là. Concernant l'Iran, et je vous remercie d'avoir cité nos deux compatriotes, Cécile Kohler et Jacques Paris, toujours incarcérés à la prison des Vins à Téhéran, dans des conditions qui s'apparentent à de la torture. Nous pensons à eux et nous sommes en contact régulier avec leurs familles. La position de la France concernant le conflit israélo-iranien demeure la même. Ce n'est pas par l'action militaire que se réglera le sujet du programme atomique et balistique en Iran. Nous réaffirmons ce constat-là. Pour autant, ne vous faites pas l'avocate du régime iranien dans cette situation. Pour autant, veut-on un régime iranien islamiste radical se doter de l'arme nucléaire? Dites-le clairement, nous ne voulons pas que l'Iran puisse se doter de l'arme nucléaire et développer son programme balistique. Oui, nous luttons contre ça. Et oui, nous disons tout aussi clairement que le droit d'Israël à se défendre est un droit fondamental. J'aimerais aussi vous l'entendre dire. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Monsieur Peyo-Dufaux.
Miliesker, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Arratsaldeon. Ma question à laquelle j'associe ma collègue sénatrice Frédérique Espagnac s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé et porte sur l'accès aux soins dans nos territoires. À Saint-Jean-de-Luz, les urgences, services publics assurés par la polyclinique privée, dysfonctionnent depuis bientôt 1 an. Réorganisation forcée, management agressif qui ont poussé 13 des 14 médecins urgentistes à la démission, des urgences fermées très régulièrement depuis le mois de septembre, avec des conséquences graves pour la population. Et aujourd'hui, la clinique décide la fermeture définitive des urgences dès le 16 septembre. Décision inacceptable, alors qu'elle a touché plus de 5,5 millions d'euros de subventions ces 5 dernières années. Le SAMU, les urgences de l'hôpital de Bayonne et la clinique de Biarritz ne pourront compenser cette fermeture et absorber les besoins d'un bassin de 40 000 habitants. Le problème est global. Certaines cliniques ne gardent que les activités rémunératrices comme la chirurgie et abandonnent les services publics essentiels à nos territoires comme la gériatrie, les urgences ou les maternités qui ferment partout dans l'Hexagone. Or, les ARS ne peuvent ni conditionner les actes rentables à un maintien des urgences, ni empêcher une clinique privée de fermer un service vital. Résultat, elles ne peuvent pas assurer la cohérence de l'offre de soins. Notre santé avant les intérêts privés. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour empêcher qu'un établissement privé seul sur son territoire n'abandonne ses missions de service public au détriment de la population? Êtes-vous prêt à vous battre avec nous, élus et habitants du territoire, pour maintenir un service des urgences à Saint-Jean-de-Luz qui est et restera indispensable? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Yannick Noder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Madame et Messieurs les députés, Monsieur le député Dufaux. Vous avez bien raison de poser cette question parce que la permanence des soins sur les territoires, c'est pas une option. Donc je découvre cette situation scandaleuse de la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz que vous avez évoquée avec des menaces de fermeture au 15 septembre et un management probablement délétère qui a conduit au départ de nombreux médecins. C'est tout le territoire que ça met en difficulté, puisque ça met en difficulté le centre hospitalier de Bayonne ainsi que sa clinique et la polyclinique également de Biarritz. Donc il est hors de question que cette situation se fasse. Il faut que tout le monde participe à l'offre de soins. Nous sommes en période estivale, il y a 40 000 habitants à l'année, il y aura du tourisme, il faut qu'on puisse faire face à des épisodes de canicule, que nous soyons mobilisés, que nous anticipions. Nous avons besoin de l'ensemble des forces en présence. J'ai eu le directeur général de l'ARS, il y aura une réunion le 2 juillet sous l'autorité du préfet avec l'ensemble des acteurs. Nous avons des moyens d'obligation de cette clinique. Elle a touché de l'argent public et nous avons des contrôles pour pouvoir assurer et des mises en demeure. Donc la fermeté sera la plus grande et s'il faut, j'irai en personne à Saint-Jean-de-Luz réexpliquer le sujet de la permanence des soins qui ne doit pas être une option en France. Merci. Monsieur le député, vous avez quelques secondes. Oui, au Pays Basque, on dit Itza Itz. Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur moi pour suivre ce dossier essentiel pour les habitants et habitantes du territoire. J'espère pouvoir compter sur vous pour refuser que les intérêts financiers de quelques-uns priment sur la santé de tous. Et vendredi soir, j'appelle un rassemblement à 19 h devant la polyclinique. Merci, monsieur le député. Pour le groupe de la droite républicaine, j'appelle monsieur Thierry Liget, monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Armées. La 55e édition du Salon international du Bourget concernant l'aéronautique et l'espace s'est achevée avec un franc succès. Nos grands groupes, Dassault, Airbus et bien d'autres, ainsi que de nombreuses PME exposant sous pavillons régionaux, ont pu y démontrer tout leur savoir-faire et leur expertise dans les hautes technologies. Ces entreprises sont la fierté de nos territoires, ces entreprises sont la fierté de la France. Cette année, la défense a tenu une place assez notable sur ce salon. De nombreux États, y compris la France, ont décidé d'augmenter significativement leurs moyens, qu'ils soient dissuasifs ou défensifs. La France y a consacré dans son PLF 2025 50 milliards d'euros. Mais
En échangeant avec les différentes PME du salon, les situations apparaissent très disparates. Celles qui travaillent avec l'export, qui travaillent avec l'international, ont des carnets de commandes bien fournis en augmentation. Celles qui travaillent avec le territoire essentiellement français ne sont pas dans cette situation. Pire encore, elles n'ont pas de vision, elles n'ont pas de prévision à la fois de la part de l'État ou de la Direction générale de l'armement. Et pourtant, elles sont prêtes. Elles sont prêtes à embaucher, elles sont prêtes à investir. Monsieur le ministre, ma question est donc la suivante. Quelle vision, quelle stratégie, quelle prévision, quels grands engagements la France peut-elle donner à toutes ces sociétés qui travaillent dans le domaine de la défense pour qu'elles puissent se structurer, pour qu'elles puissent investir sereinement? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Patricia Miralles, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Madame la ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Ligier, je vous prie d'excuser le ministre des Armées qui est actuellement au sommet de l'OTAN. Pour 2025, la loi de finances prévoit 50,5 milliards pour la mission défense. C'est une hausse considérable. Rappelons que nous étions à 32 milliards en 2017. Cependant, oui, la motion de censure et 2 mois de service votés ont retardé certaines commandes. La Direction générale de l'armement n'a pu engager de nouveaux contrats qu'à partir du mois de mars. Monsieur le député, ce retard est en voie d'être résorbé. La moitié des crédits d'équipement gelés en début d'année a été libérée en avril et déjà consommée par la DGA. L'autre moitié sera dégelée d'ici la fin juin et le dégel sera donc complet. En matière de commandes, 3,2 milliards d'euros ont déjà été engagés contre 4 milliards à la même date en 2024, malgré un début d'année contraint. En paiement, nous sommes à 10 milliards, soit 1 milliard de plus qu'à la même période l'an passé. Ce sont 60 millions d'euros de paiement en moyenne par jour ouvré. Vous avez raison de souligner l'importance pour les PME et la visibilité du plan de commande. La LPM offre ce cadre avec ses 268 milliards d'euros de commandes sur 7 ans planifiés et votés par le Parlement. C'est une hausse notable. La précédente LPM prévoyait 170 milliards de commandes aux industriels. Le tableau des équipements votés en LPM donne en outre à la BITD la visibilité sur les programmes dont elle a besoin. Le véritable enjeu désormais est bien que nos grands maîtres d'œuvre industriels répercutent cette visibilité sous les sous-traitants et les PME de la BITD. C'est un sujet sur lequel nous sommes pleinement mobilisés en lien avec les filières industrielles concernées. Monsieur le député, oui, nous avons honneur, nous avons des industries que nous portons et notre réarmement n'est pas une option, c'est une nécessité. Merci. Et je sais que vous êtes et votre groupe pleinement Merci Madame la Ministre. Sujet. Monsieur le député. Simplement, je le répète à nouveau, une société pour investir a besoin de projection, a besoin de visibilité, a besoin d'une stratégie. Merci. Merci. Pour le groupe écologiste et social, j'appelle Madame Marie Pochon. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à vous et à tous ceux qui vous soutiennent encore aujourd'hui. Quand est-ce que vous prendrez nos campagnes au sérieux? Le sérieux qui devrait s'appliquer à ces 1,5 degrés de réchauffement climatique désormais impossible à tenir, 10 ans seulement après l'accord de Paris. Le sérieux de la pollution de l'air, des cancers pédiatriques, des terres agricoles englouties dans le bitume de vos obsessions. Le sérieux de nos dépendances en intrants, en pétrole, en uranium provenant des pires autocrates de la planète. Le sérieux qui devrait vous obliger à considérer, au-delà de ce que vous voyez sur CNews, la réalité de ceux qui habitent nos campagnes et qui observent avec effarement votre croisade contre l'écologie. Que leur avez-vous proposé ces 6 derniers mois? Des attaques contre les agriculteurs bio et nos agents de police environnementale, le retour des pesticides et du Mercosur, le blocage des énergies renouvelables et de la rénovation énergétique, et toujours plus de data centers, de supermarchés ou d'autoroutes à 17 € le péage, au mépris de l'état de droit. Et il est trop facile, députés de la majorité, de jouer la fausse indignation sur l'abandon de l'écologie. La 69, c'est vous. Les coupes budgétaires sur l'écologie, c'est vous. La suspension de MaPrimeRénov', c'est vous. Le retour des néonicotinoïdes, c'est également vous. Au nom de qui parlez-vous en prétendant défendre les habitants de nos campagnes pour creuser ainsi la fracture territoriale avec autant de cynisme? Monsieur le Premier ministre, la semaine passée, vous présentiez en catimini, d'ailleurs personne ne l'a vu, la suite du plan France Ruralité. Personne ne l'a vu parce que vous n'y avez rien dit.
Je le dis avec colère, comme fille de vigneron et comme élue rurale. Nos vies, vous n'en avez rien à faire. Vous les vendez avec les ambitions environnementales de la France à la démagogie de l'extrême droite, contre laquelle tant de nos compagnes ont résisté fièrement il y a plus de 80 ans et résistent encore aujourd'hui. Non, nous ne voulons pas de vos bouilloires thermiques. Nous ne voulons pas être dépendants d'une essence à 2 € le litre. Nous ne voulons pas que nos terres agricoles soient vendues à des financiers. Nous voulons des prix rémunérateurs pour nos agriculteurs, une énergie sûre et peu chère, des logements dignes et une alimentation de qualité. Monsieur le Premier ministre, quand est-ce que vous prendrez nos campagnes au sérieux? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pochon. Loin de nous complaire dans cette triste litanie de qu'est-ce qu'on pourrait faire et pourquoi ça ne marche pas, nous agissons. Car puisque vous demandez ce que nous faisons, la baisse des émissions de gaz à effet de serre de 20% en 7 ans, c'est nous. La baisse de la pollution de l'air de 31%, c'est nous. La planification écologique avec ses différentes branches, stratégie nationale bas carbone, programmation pluriannuelle de l'énergie et plan national d'adaptation au changement climatique, c'est nous. L'augmentation de l'enveloppe du fonds Barnier, c'est nous. Le fonds vert, c'est nous. Le doublement du budget de l'écologie, c'est nous. Les 1,2 million de rénovation thermique financées par MaPrimeRénov', c'est encore nous. Les bonus écologiques, c'est encore nous. Le leasing social, c'est encore nous. Alors plutôt que rester les bras croisés, vous devriez plutôt nous battre avec nous. Merci Madame la ministre. Pour le groupe démocrate, j'appelle Madame Geneviève Darrieussecq. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, mes chers collègues. La France se tiendra toujours aux côtés de ceux qui défendent le droit international. Cette garantie des peuples et des nations nécessaire pour protéger la paix, les civils et la stabilité du monde. Nous le faisons bien sûr sans naïveté quand les menaces grandissent. Les frappes américaines de la nuit du 21 au 22 juin sur les 3 sites iraniens de Natanz, Ispahan et Fordo avaient pour objectif de compromettre définitivement son programme nucléaire. Si l'affaiblissement de ses capacités dissuasives semble indiscutable, leurs conséquences pour les prochains mois ou prochaines années sont encore imprécises. Mais nous saluons la mise en place du cessez-le-feu qui a mis un terme à cette guerre de 12 jours et appelons désormais à ce que la diplomatie reprenne pour prévenir toute nouvelle escalade et écarter tout risque de prolifération. Car ce cessez-le-feu ne saurait suffire. Nous restons très inquiets pour la situation de nos otages, Cécile Kohler et Jacques Paris, retenus arbitrairement en Iran depuis 3 ans. Et vous en avez parlé tout à l'heure, je souhaiterais savoir, Monsieur le Ministre, si vous pouvez nous assurer qu'ils sont aujourd'hui indemnes, que la diplomatie française reste entièrement mobilisée pour leur libération sans délai et qu'une visite consulaire sera bientôt programmée. Enfin, se pose plus largement la question du devenir de la population civile iranienne. Il faut ici rappeler que nous condamnons de la façon la plus vive la terreur qui est imposée aux femmes par le pouvoir en place. Détention arbitraire, poursuites judiciaires iniques, coups de fouet, voire peine de mort. La répression à leur égard continue de s'intensifier depuis le début de l'année. Nous avons toujours en mémoire le meurtre de l'étudiante Mahsa Amini, le soulèvement Femmes, Vie, Liberté en 2022 qui avait donné lieu à une large mobilisation à travers le pays, notamment des femmes, des hommes jeunes et des jeunes filles. Malgré la répression face à la revendication de leurs droits, cet espoir ne doit pas s'éteindre. Nous continuerons à leur apporter notre soutien sans faille. Merci Madame la ministre. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Geneviève Darrieussecq. Tout d'abord, merci de rappeler que oui, dans tous les conflits que vous citez, la France défend le droit international, toujours la France défend le droit international et c'est son honneur. Et puisque vous parlez de droit international, certains oublient trop souvent que l'Iran, directement, ne l'a pas respecté. Et les accords de Vienne, notamment.
Et c'est précisément pour cela que nous restons extrêmement fermes et qu'à aucun moment nous ne défendrons le régime de Mollah dans la capacité à obtenir l'arme atomique. Et je voudrais que ce soit clair pour l'ensemble des groupes politiques de cet hémicycle. Je vous rejoins, Madame la députée, quand vous saluez effectivement les annonces de cessez-le-feu. C'est aussi la voix française depuis le début de ce conflit. Il faut que le feu cesse précisément pour que les négociations, pour que la diplomatie reprenne. Et quand la France dit cela, ce n'est pas un vœu pieux, c'est parce qu'elle sait, notamment avec ses partenaires britanniques, avec ses partenaires allemands, que c'est par la négociation que nous parvenons, par le dialogue avec l'Iran que nous parvenons, notamment comme nous l'avons fait il y a une décennie, à réduire et à permettre à ce que l'Iran ne se dote pas justement de ses programmes atomiques et balistiques. Oui, le dialogue et la diplomatie, contrairement à ce que l'on entend trop souvent, ça marche. Et oui, la diplomatie des pays de l'E3, comme on dit, Royaume-Uni, Allemagne, France, sont en capacité de poursuivre ces dialogues maintenant que le cessez-le-feu est assuré. Enfin, Madame la députée, merci à votre tour d'avoir une pensée pour Cécile Kohler et Jacques Paris, toujours emprisonnés depuis maintenant plus de 3 ans dans les geôles iraniennes. Et pour répondre à votre question, nous avons eu l'assurance qu'ils n'ont pas été blessés lors de l'attaque israélienne que nous avons condamnée car elle les mettait évidemment en danger de mort directe. Nous avons aussi réitéré la demande d'accès consulaire, mais plus que cela, ce que la France exige, c'est leur libération immédiate. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Monsieur Olivier Servat, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre de la Santé. Jeudi 19 juin dernier avait lieu la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Nous parlons ici de la première maladie génétique en France et dans le monde. Déformation de globules rouges en faucilles, douleurs intenses, comparables à des coups de couteau, complications organiques, anémie chronique, décès prématurés trop souvent. Voilà le lot des personnes drépanocytaires qui sont près de 32 000 en France. Le métissage est de plus en plus présent dans notre société, n'en déplaise à certains. Ce n'est donc plus une maladie que de noirs et de métis, puisqu'elle peut désormais toucher tout le monde. J'en veux pour preuve les près de 600 nouveaux cas dépistés chaque année en France. Avec mes collègues Béatrice Bellé, Franz Gums, Maud Petit notamment, nous travaillons à l'élaboration d'une proposition de loi transpartisane visant à garantir un accès équitable aux soins sur tout le territoire. Des collègues d'autres groupes politiques ont d'ailleurs déjà manifesté leur soutien à cette initiative. Ce texte, nous le co-construisons avec les associations qui œuvrent depuis des années à l'accompagnement des personnes drépanocytaires. L'amélioration de leur prise en charge pourrait passer par 1. Une exonération du forfait patient urgence qui engendre un coût financier important pour les personnes drépanocytaires en situation de précarité. 2. La reconnaissance de cette pathologie comme maladie invalidante. 3. La création d'un droit au congé pour les proches aidants en cas de mobilité sanitaire. Et 4. L'élévation de la drépanocytose comme grande cause nationale en 2026, comme l'avait promis le président de la République. Monsieur le ministre, nous connaissons votre intérêt sur le sujet. Pouvons-nous compter sur votre soutien? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Yannick Noder, ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Servat. Merci de rappeler l'importance de la maladie drépanocytose et surtout de l'impact en termes de santé pour nos concitoyens. Vous l'avez dit, le 19 juin dernier, c'était la journée nationale et vous avez vu sur les réseaux sociaux que le ministère de la Santé n'a pas hésité à communiquer. Pas à communiquer pour dire de communiquer, mais simplement pour rappeler la nécessité de prendre en charge cette pathologie qui est fortement invalidante. Premièrement, concernant le diagnostic néonatal, vous le savez, la drépanocytose est maintenant plus réservée uniquement aux enfants avec risque ou aux enfants d'outre-mer, mais bien à l'ensemble des naissances en France et territoire d'outre-mer. C'est pour cela que nous pouvons plus diagnostiquer et plus mettre en évidence de patients. Ensuite, il s'agit de mettre les jeunes patients dans des filières de prise en charge. Ça fait partie d'un des éléments forts du plan de maladies rares que j'ai développé en début d'année, qui a pour but de renforcer le diagnostic néonatal avec 3 autres maladies dont la myotrophie spinale qui était un engagement également important et de pouvoir mettre des centres de référence pour pouvoir prendre en charge les patients. Maintenant, votre proposition de loi, je l'ai étudiée avec beaucoup de bienveillance.
Mon ministère, mon cabinet a reçu vous-même et les députés co-signataires, Madame Bellet, Maud et d'autres, pour pouvoir justement travailler à ces solutions. Et j'associe Charlotte Parmentier-Lecocq, la ministre en charge du handicap, notamment avec un travail de fond sur la CNSA pour pouvoir mieux prendre en charge ces patients. Donc nous allons continuer à poursuivre ensemble nos travaux pour justement prendre soin de nos populations. Merci à vous. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Horizon, la parole est à Monsieur Philippe Fay. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, ces dernières semaines, chasseurs et pêcheurs ont exprimé leurs inquiétudes quant aux orientations récentes de la politique de transition écologique menée par le gouvernement. La chasse et la pêche font partie de notre patrimoine vivant, comme me le rappellent souvent les chasseurs de la Côte d'Opale et les pêcheurs d'étaples. Ce ne sont pas des activités ordinaires, mais des traditions multiséculaires ancrées dans nos territoires. Elles reposent sur un savoir-faire empirique, une connaissance fine des milieux naturels, des espèces et des cycles de vie. Derrière chaque chasseur, derrière chaque pêcheur, il y a un lien profond à la terre, à la mer, et un attachement sincère à l'équilibre fragile entre l'homme et la nature, qu'on ne protège bien que lorsqu'on le connaît, qu'on l'observe et qu'on le vit. Et pourtant, ces traditions sont aujourd'hui fragilisées par des décisions qui leur semblent brutales, sans concertation et injustes. Nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir d'adhésion durable à la transition écologique sans une méthode fondée sur le respect des territoires, le dialogue réel et la confiance envers ceux qui la mettent en œuvre. Et je vous sais, Madame la Ministre, sensible à cette méthode. Aussi, comment le gouvernement entend-il répondre aux attentes de nos chasseurs et pêcheurs qui demandent à être pleinement associés aux décisions qui engagent leur avenir ? Pouvez-vous me confirmer que le dialogue avec les chasseurs et votre ministère n'est pas rompu? Et plus largement, quelle méthode comptez-vous mettre en œuvre pour que la transition écologique soit construite avec ceux qui la vivent au quotidien? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt et donc de la mer et de la pêche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fay. Merci de me donner l'occasion de rappeler un certain nombre de vérités, de rassurer nos chasseurs et également nos pêcheurs, mais je pense que nos pêcheurs sont tout à fait rassurés puisqu'ils me remerciaient encore ce matin de la manière dont nous avons co-construit les décisions de renforcement des aires marines protégées en France et dans les eaux hexagonales avec les scientifiques et avec les organisations environnementales ces dernières semaines. Depuis mon arrivée au ministère, je n'ai pas ménagé mes efforts pour défendre nos chasseurs. Je pense par exemple à la chasse à la palombe, j'ai défendu très fortement et d'ailleurs officiellement devant vous, mais pas seulement devant vous, devant la commissaire européenne Jessica Roswall, pour obtenir que cette chasse traditionnelle, culturelle, qui porte sur une espèce en bon état de conservation et sélective, puisse se poursuivre. Car au fond, notre boussole, c'est l'état de conservation des espèces sur la base des études scientifiques disponibles. Quand une espèce est en mauvais état de conservation, sa chasse est réduite. Quand elle est en bon état de conservation, on s'autorise à la rétablir ou à la renforcer. Pour protéger la biodiversité, évidemment, mais aussi pour garantir que nos chasseurs puissent continuer à chasser demain. Les scientifiques mandatés par l'Union européenne relèvent le déclin de 9 espèces de gibier d'eau. Les recommandations de la Commission européenne sont claires. Moratoire aux baisses de prélèvement de 50%. Et j'ai demandé à la Commission européenne de me dire si cette position était d'application immédiate, car j'ai compris qu'il y avait un malentendu sur cela. Elle me l'a confirmé ce matin. En France, nous proposons de tenir une ligne simple, réduire les prélèvements sur les espèces en déclin en France et en Europe, les augmenter là où les populations progressent, réserver les moratoires aux espèces les plus menacées. C'est dans cet esprit que nous continuons à discuter avec les représentants des chasseurs, je pense pour trouver un juste équilibre. J'étais encore tout à l'heure à échanger avec Willy Schran, qui lui-même veille effectivement à protéger nos chasseurs pour arriver à poursuivre et concilier transition écologique et chasse. Monsieur le député, vous, c'est pas terminé. Il vous reste 35 secondes à peu près. Et, Madame la Ministre, je vous entends bien, mais il est important, très important d'écouter ces femmes et ces hommes qui sont en permanence sur le terrain et qui connaissent parfaitement le milieu. Merci. Merci, Monsieur le député. Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, la parole est à Monsieur Frédéric Maillot.
Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le ministre des Outre-mer, il y a une semaine s'est tenues les assises de la vie chère en Martinique. Cette terre, ce peuple qui s'est dressé et qui se dresse encore aujourd'hui, non pas pour danser du zouk à l'image du groupe présidentiel, mais pour lutter contre la vie chère. Oui, une fois de plus, nous, députés d'Outre-mer, nous vous interpellons sur ce sujet et nous n'avons pas fini de le faire parce que nous avons été élus pour le faire, et de deux, parce qu'un rapport est sorti la semaine dernière et il nous révèle quoi? Que les frais bancaires vont augmenter de 5% dans les Outre-mer. J'entends déjà certains chuchoter que 5% c'est pas énorme, mais faut-il le rappeler ici que 5%, que les frais bancaires sont déjà plus de 15% plus cher chez nous, et 15 plus 5, eh ben, ça fait 20. Nous, les Français entièrement à part, nous payons donc les frais bancaires 20% plus cher que les Français à part entière. Monsieur le ministre, ce que je veux vous dire, c'est que la vie chère dans nos territoires, ce n'est pas que l'alimentaire, ce n'est pas que la grande distribution. C'est un système bien huilé avec l'aide des gouvernements qui se sont succédés. La vie chère, c'est le prix des colis postaux avec une double TVA, à l'achat et à la réception entre particuliers. La vie chère, c'est les frais de communication, le logement plus élevé chez nous. Tout ça pour vous dire ce que vous savez déjà. La vie chère est partout, partout, partout chez nous. Il y a eu la loi Hérom, il y a la loi Lurel. Si votre texte ne répond pas à la vie chère dans son spectre le plus large, c'est nous réduire une fois de plus à des peuples de pousseurs de caddies, pour reprendre l'expression de mon collègue Jean-Philippe Nilor, nous ne sommes pas que des tubes digestifs sur pattes. Pendant les assises de la vie chère, nous avons travaillé à des propositions. Car pendant certains bombent le torse pour recevoir des médailles, d'autres bombent le torse pour défendre avec dignité ceux de leur peuple. Nous nous inscrivons dans la deuxième catégorie. Êtes-vous prêts à accueillir les propositions populaires de nos peuples en colère? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Vous le savez, j'ai eu l'occasion de le dire hier en répondant à madame Bellet. J'ai dit qu'il y avait des grands groupes performants qui jouaient un rôle d'étouffement des économies et des populations. Et c'est pour cela qu'il fallait agir contre la vie chère. Nous avons ici soutenu, en effet, par exemple, la proposition de loi d'Audrey Bélim, la sénatrice, votre collègue. Vous étiez d'ailleurs le rapporteur de cette PPL, de ce texte, qui a été accompagné, qui a été soutenu par le gouvernement. Nous allons publier bientôt le décret et qui aura des effets, non pas sur l'alimentaire, mais sur les loyers. Début juin, je vous ai présenté un plan d'action ambitieux, je crois, et complet, une circulaire au préfet, 3 décrets pour renforcer le bouclier qualité-prix et les OPMR. Ils vont être publiés dans quelques jours. Et je vais présenter dans quelques semaines un texte de loi en Conseil des ministres et qui sera examiné à l'automne. Et ce texte visera à élargir le BQP aux services, à renforcer la transparence, la concurrence et les contrôles, et à engager la nécessaire transformation des économies, et évidemment dans tous les domaines. Concernant les assises de la vie chère, j'ai répondu à l'invitation de vos collègues Nadeau et Nilor en m'adressant aux participants. J'étais parti en Guyane, mais par une vidéo. Je suis ouvert au dialogue, nous travaillons ainsi, et je refuse, vous le savez, comme vous, je l'imagine, autant le sectarisme que la violence. Enfin, je pense que nous pouvons améliorer encore le travail, les textes, comme nous l'avons fait ensemble. Le grand débat à l'automne sur la vie chère permettra de l'enrichir avec une concertation du monde économique et social que nous continuerons de mener. Et je pense qu'à ce moment-là, nous pourrons répondre à cette attente, bien évidemment, parce que, monsieur le député, je vous réponds là aussi très sincèrement, je sais qu'il peut y avoir le sentiment parfois d'abandon ou de mépris, d'infantilisme ou de partisans, mais si j'agis ainsi, si nous agissons ainsi sous l'autorité du Premier ministre, c'est parce que je vous considère, parce que vous êtes un représentant de la nation, des Français à part entière. Merci, monsieur le ministre d'État. Monsieur le député, il vous reste 7 secondes. Vous avez parlé de violence. Je crois que la vraie violence, nous le subissons tous les jours dans les pays dits d'outre-mer. Et on sait qui tient l'économie, qui tient le pouvoir, quand on ne peut pas le citer dans cet hémicycle. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Union des droites pour la République, la parole est à monsieur Maxime Michelet. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre de l'Agriculture. 3,2 millions d'hectares, 130 milliards de PIB, 52 milliards de recettes fiscales, près de 3 millions d'emplois, 62% de la production mondiale. Voilà les chiffres de la viticulture en Europe, premier secteur de l'agriculture européenne, au sein duquel la France occupe le premier rang, mais secteur menacé par une crise inédite. Face à cette crise, la Commission européenne a décidé de proposer une réforme à court terme, sans attendre celle de la PAC.
Cette réforme propose notamment de revenir sur la régulation des droits de plantation, domaine dans lequel l'Europe avait agi inconsidérément en contraignant tous les vignobles à accepter un minimum de plantation de vin sans indication géographique. Cette mesure est une demande forte de la filière viticole, notamment en Champagne, où malgré le choix d'être un vignoble spécialisé, des plantations de VSIG ont lieu depuis 2016 sur l'aire de production de AOC, sans qu'il soit possible de savoir où, ni quoi, ni quel vin. Madame la ministre, dans le cadre des discussions engagées au niveau européen, la viticulture française a besoin d'être rassurée sur plusieurs points. Être rassurée sur la nécessité de pouvoir s'appuyer sur une référence explicite ouvrant le droit à une région ou à une AOC de refuser les plantations nouvelles. Être rassurée également sur l'encadrement non seulement des plantations nouvelles, mais aussi de celles issues d'arrachage d'autres régions. Être rassuré enfin sur la prise en compte réelle du péril de la flavescence dorée, ce fléau qui menace si gravement nos vignobles. Et être rassuré également sur le refus de l'hygiénisme démagogique. Joyau économique, pilier identitaire, nous ne pouvons pas abandonner notre viticulture et il faut savoir accompagner les vignobles en difficulté comme préserver ceux qui résistent mieux. Madame la ministre, face à la crise viticole et aux négociations qui s'annoncent, pouvez-vous nous garantir que la France sera à la hauteur de son apport prépondérant à la viticulture européenne et jouera tout son rôle, c'est-à-dire le premier rôle? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Maxime Michelet. Depuis mon arrivée à la tête du ministère de l'Agriculture, je peux vous dire que je n'ai pas ménagé mes efforts pour la filière viticole dont vous avez souligné à juste titre l'importance. C'est d'abord la mise en œuvre du plan d'arrachage définitif pour 110 millions d'euros. Ce sont ensuite les prêts structurels et conjoncturels pour soutenir des trésoreries très affaiblies. C'est pour les jeunes viticulteurs une aide de 9 millions d'euros et pour la filière des pépinières viticoles 1 million d'euros. C'est aussi une prise en charge exceptionnelle de la MSA pour les viticulteurs en particulier. Je voulais vous dire que la France participe au groupe à haut niveau, au niveau européen, consacré à la viticulture. Non seulement elle y participe, mais elle en est même un des leaders. Et nous avons porté un certain nombre de mesures dont je peux vous dire que nous avons la grande satisfaction d'avoir obtenu gain de cause sur un certain nombre de points. D'abord, la régulation du potentiel viticole. Également, le rallongement de la durée de vie des droits de plantation, parce que on peut rebondir ultérieurement et il fallait donc rallonger cette mesure. Et puis surtout, quelque chose de très important que vous attendiez en Champagne, problème sur lequel j'ai été saisie également par Charles de Courson, qui vise à protéger les zones sous indication géographique protégées de la mixité avec des plantations sans indication géographique. C'était une demande très forte, notamment de la Champagne, et nous serons évidemment extrêmement attentifs à la traduction juridique de cette disposition. Vous voyez, monsieur le député, soyez assuré du fait que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, ici et à Bruxelles, pour protéger le joyau de notre agriculture, qui est la viticulture. Merci, Madame la Ministre. Pour le groupe du Rassemblement national, la parole est à monsieur Johan Gillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, je me fais aujourd'hui le porte-parole de nos compatriotes de Guadeloupe. N'entendez-vous pas le bruit sourd des armes qui résonnent aux Antilles? Le fracas des balles qui fauchent des vies chaque semaine en Guadeloupe. Meurtres, fusillades, raquettes, violences, c'est leur quotidien. Et pendant ce temps-là, la République, elle, semble avoir déserté. En 2024, 23 768 crimes et délits ont été recensés pour 384 000 habitants. Les tentatives de meurtre ont bondi de 27%, les coups et blessures volontaires de 10%, les violences sexuelles de 10%, les vols avec armes de 10% également. La Guadeloupe est devenue, monsieur le ministre, le 6e département le plus dangereux de France. Et la situation ne cesse de s'empirer. Au cours des 6 derniers mois, l'on dénombre 28 homicides, soit presque autant que sur toute l'année 2024. Le dernier date d'avant-hier. L'avant-dernier date, quant à lui, du 4 juin dernier. La victime était un adolescent de 13 ans. La spirale meurtrière ne faiblit pas. La jeunesse est décimée, des familles sont brisées et l'État regarde sans agir.
Le syndicat de police Unité 971 tire d'ailleurs la sonnette d'alarme, 25 postes vacants à la police judiciaire et un manque global d'effectifs. Alors mes questions sont simples. Quand arrêterez-vous d'être, monsieur le ministre de la parole pour être ce que les Français attendent, c'est-à-dire un ministre dans l'action? Quand allez-vous déployer un véritable plan d'urgence pour la sécurité en Guadeloupe? Assumez-vous encore d'être membre d'un gouvernement macroniste qui a rejeté l'amendement du groupe RN au dernier PLF et qui prévoyait un fonds de sécurité de 30 millions d'euros dédié à la Guadeloupe? Quand augmenterez-vous significativement les effectifs et les moyens? Et quand le gouvernement macroniste auquel vous appartenez aura-t-il enfin le courage de renforcer la réponse pénale souhaitée par les Français et proposée par le Rassemblement national? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Manuel Valls, ministre d'État, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Gillet, vous êtes très bon dans le commentaire, un peu moins bon dans la proposition, et il me semble que vous passez à côté de l'essentiel, au-delà de vous intéresser évidemment au parcours politique de Bruno Retailleau, ce que je comprends évidemment. Mais je pense que les Guadeloupéens, comme les Martiniquais, méritent mieux face à ce qu'ils vivent tous les jours qu'une question avec autant de sous-entendus politiciens. Oui, le trafic de drogue, le narcotrafic représente un danger mortel pour les sociétés antillaises et pour la Guyane. Le narcotrafic qui utilise la Martinique et la Guadeloupe pour vendre, pour passer des dizaines de tonnes, des centaines de tonnes de cocaïne vers l'Europe, représente un danger existentiel. Donc il faut agir. Il faut agir d'abord au plan international, par la coopération dans la Caraïbe et plus particulièrement avec les États-Unis d'Amérique, parce que toute cette zone est infestée par le narcotrafic qui mène une véritable guerre à ces sociétés. Il faut augmenter les moyens, hommes, femmes évidemment sur le terrain, mais matériels. Il faut faire davantage sur terre, sur mer, dans les airs à travers la surveillance. Et il faut une action, c'est ce qui est engagé, opiniâtre avec les collectivités territoriales, notamment sur les ports, parce que ces ports, ces grands ports maritimes qui vont s'agrandir dans les mois et dans les années qui viennent, doit faire l'objet d'une très grande surveillance, la mise en place de scanners, une action résolue avec les services de sécurité, avec la justice et évidemment avec les collectivités territoriales. C'est une cause nationale. C'est une cause nationale, la loi narcotrafic, les textes votés au Sénat, les rapports sur ces sujets le montrent, et donc il faut une mobilisation. De ce point de vue-là, comme ministre des Outre-mer, monsieur le député, j'en appelle à la mobilisation, à l'unité nationale et pas à une vie politique qui passe à côté de l'essentiel parce que vous poursuivez des objectifs qui ne sont pas des réponses concrètes à l'égard de nos compatriotes antillais. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, il vous reste 6 secondes. Monsieur le ministre, vous dites il faut, mais les Français attendent que vous agissiez. Vous êtes tous aux responsabilités depuis plusieurs décennies. Votre gouvernement est composé de vieux politiques allant du Parti socialiste au LR. Vous êtes en responsabilité. Merci, c'est terminé. 6 secondes, c'est 6 secondes. Hein. Et pour terminer en beauté, pour le groupe Ensemble pour la République, madame Nicole Lepay. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Madame la ministre, qu'il soit à la coque ou mimosa, qu'il soit au plat ou mollet, qu'il soit brouillé ou en omelette, les œufs sont en train de devenir un cas d'école de nos contradictions agricoles. La consommation a grimpé de 8% en un an. Les Français en consomment aujourd'hui 240 par personne, par habitant et donc par an. Un record depuis les 20 dernières années. C'est un produit accessible, riche en protéines, faible en carbone, et perçu par 7 Français sur 10 comme un aliment anti-crise. Alors, mais côté production, la tension monte. En effet, les éleveurs sont prêts à répondre à cette demande croissante, mais ils se heurtent à 2 verrous bien identifiés. Le premier, le terrain. Les projets de bâtiments, même aux normes, même en plein air, sont ralentis, contestés, voire bloqués. La complexité administrative se double d'un climat de défiance, voire d'intimidation, qui rend la transition vers les élevages alternatifs techniquement et humainement plus difficile. Deuxième verrou, l'environnement réglementaire. Des normes européennes comme la directive IED imposent des seuils inadaptés aux élevages familiaux avec des coûts d'investissement estimés jusqu'à 80 000 € par site.
Le risque est clair, des fermetures, une désincitation à l'installation et une montée des importations. Alors déjà, un 9 sur 10 consommé en France est importé et certains scénarios européens évoquent une chute de notre taux d'auto-approvisionnement à 36%. Alors ne retombons pas dans les travers de l'évasion de la production de poulet. Pourtant, la filière œuf a fait ses preuves. Elle a massivement investi. Plus de 3 poules sur 4 sont aujourd'hui élevées en système alternatif. Alors, Madame la Ministre, vous avez montré votre attachement à une agriculture de solutions. Nous partageons votre volonté. Comment le gouvernement et quel levier peut-il activer pour lever les blocages territoriaux? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nicole Lepay. Tout d'abord, merci d'évoquer cette filière magnifique. Je veux rappeler que la France est une championne en matière de production d'œufs au niveau européen. Nous sommes presque autosuffisants à 95%. Il n'y a pas tant de filières que ça qui peuvent se prévaloir d'un tel niveau d'autosuffisance. Nous sommes aussi de gros consommateurs. C'est une source de protéines qui est peu chère et très appréciée des Français. Pour autant, il ne faut pas tenir cette position pour acquise. Tout est toujours fragile et il faut naturellement veiller à maintenir la production à un bon niveau. Et là, vous abordez le cœur du sujet. Qu'est-ce qui nous permettra de maintenir, voire d'améliorer la production d'œufs dans notre pays? D'abord, je voudrais saluer le projet de filière du CNPO qui prévoit la construction de 300 nouveaux poulaillers d'ici 2030. C'est une ambition qui est à portée de main, pour autant qu'on permette la construction de poulaillers. Alors déjà, il faut convaincre nos concitoyens que c'est utile d'avoir des poulaillers et que ça produit et des œufs et des poulets dont la consommation ne cesse de progresser et dont les importations, notamment en matière de poulet, ne cessent de progresser également. Il faut ensuite simplifier les procédures. Elles sont trop compliquées aujourd'hui et c'est l'objet effectivement du projet de loi visant à lever les contraintes pesant sur l'agriculture, puisque vous savez, il y a un article qui porte sur les ICPE et qui vise à simplifier cette procédure de façon à ne pas décourager tous ceux qui sont porteurs de projets. On a la chance d'avoir des porteurs de projets économiques. Ne les décourageons pas par des mesures qui seraient effectivement trop contraignantes. En tout cas, soyez certaine, Madame la députée, que je suis très attentive à cette filière. C'est une très belle filière. Elle honore l'agriculture française. Et à Belfort, il y a la fête de l'œuf. Monsieur le député du territoire de Belfort, vous avez raison de le rappeler. Madame la députée, voilà. Madame la Merci, ministre. Madame la députée. Merci, Madame la ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue. On reprend à 15 h.